Le contexte d'Ebola, ça existe, on va voir, depuis de nombreuses années en Afrique. Il y a une particularité d'une nouvelle épidémie, notamment en Afrique de l'Ouest, depuis le mois de mars-avril selon l'OMS. Donc on a une procédure en place à l'hôpital de Dreux depuis le 10 avril. Ces procédures évoluent selon les actualités et les recommandations, notamment de nos tutelles. Ça évolue notamment sur la zone des pays à risque, sur les équipements nécessaires. Et comme toujours dans ce genre de maladie, vous allez avoir des bases aujourd'hui, mais il faut se tenir au courant de l'actualité parce qu'il y a sans arrêt des mises à jour selon les évolutions internationales. Donc le contexte, grosso modo, c'est que ça a énormément augmenté pendant l'été, d'où l'intérêt brutal des tutelles, et que la veille des vacances scolaires, comme d'habitude, notre chère ministre ici présente a déclaré qu'il fallait que l'intégralité des personnels des urgences SAMU-SMUR soient formés à la prise en charge des patients suspects d'Ebola. D'où un cycle de formation intensive depuis un mois. Et donc, a priori, vous ne serez pas concernés directement, on va y revenir. Mais, dans le cadre de votre formation, ce qui peut toujours être utile, Brigitte Marie m'a demandé d'intervenir sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque incontestable, mais très faible, de cas importés en Europe et en France en particulier. Donc ça, c'était la dernière alerte de l'ARS du 17 octobre sur le sujet. Il y a deux enjeux, à mon avis, dans nos hôpitaux. Petit 1, détecter les cas précocement pour éviter les transmissions, et notamment les transmissions au personnel. Deuxièmement, éviter la perte de chance pour les patients. La grande majorité des gens qui reviennent d'Afrique, et c'est encore le cas au jour d'aujourd'hui, ne sont pas atteints d'Ebola, mais peuvent présenter des méningites, des paludismes ou tout autre genre de maladie qu'il faut quand même prendre en charge aussi. Grosso modo, ce qu'on appelle les maladies émergentes, ce sont des maladies qui ont un potentiel évolutif important au niveau de l'incidence sur les 20 dernières années ou qui risquent d'augmenter dans un avenir proche. Donc on va voir, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là pour Ebola, parce que c'est une maladie qui existe depuis 20 ou 30 ans, enfin qu'on connaît même depuis 76 très exactement, mais qui se développe énormément depuis un an ou à peu près, enfin 9 mois. Ouais. Ces maladies émergentes, il y a des conditions qui favorisent leur émergence dans nos pays. C'est principalement l'amélioration des transports, avec les facilités de circulation avec les avions à l'heure actuelle. Et donc, il est assez facile, en quelques heures, de faire Paris-Bamako ou autre. Les changements écologiques, notamment le réchauffement climatique, peut intervenir dans certains cas. C'est le cas pour la dengue et le chikungunya, là, le fameux moustique tigre, qui est maintenant implanté, qui d'habitude n'était pas en France. Il existe maintenant dans le sud de la France, et ce, de façon liée au réchauffement climatique. En ce qui concerne Ebola, je vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de vecteur d'Ebola en Europe et en France en particulier. Donc les cas qu'il y a sont des cas importés directement d'Afrique. Ces fameuses maladies émergentes, donc on est confronté très régulièrement aux urgences depuis plusieurs années, c'est très à la mode, on a eu le SRAS, on a eu le H1N1, le H5N5, les fièvres hémorragiques, le nouveau coronavirus qu'on appelle le MERS-CoV maintenant, qui a le syndrome respiratoire aigu autour principalement d'Arabie Saoudite et souvent au mois d'octobre au moment du Hajj pour cette année. Donc c'est des prises en charge auxquelles on a l'habitude d'être confronté. Ce qu'il faut savoir sur le risque biologique, les deux courbes que vous avez en haut, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le NRBC. Les courbes du haut, vous avez en rouge ce qu'on appelle le risque chimique, où généralement on a beaucoup de personnes atteintes directement et ça décroît rapidement dans le temps. Et en revanche, en jaune, de façon exponentielle, la courbe du risque biologique, puisque c'est un peu comme la grippe, hein, dès qu'il y en a un qui est contaminé, il en contamine 2 ou 3 dans la famille, qui vont contaminer le milieu professionnel, scolaire et autres, et donc les cas se multiplient assez rapidement. Notre fameuse fièvre hémorragique Ebola, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps s'appelait fièvre hémorragique Ebola, on va voir que maintenant il s'appelle maladie à virus Ebola, puisque les syndromes hémorragiques apparaissent secondairement.
c'est un filovirus, on va passer vite, il y en a 5 sous-types. Le principal qui nous concerne, c'est le fameux Ebola Zaïre. Manque de chance, c'est le plus virulent des 5 sous-types. Le réservoir, on y reviendra tout à l'heure. Donc notre fièvre hémorragique à Ebola a été découverte en 1976 en République démocratique du Congo, qui s'appelait à l'époque le Zaïre, au bord de la rivière Ebola à Yambou. C'est comme ça qu'on l'a connu, donc ça se situait là. Depuis 1976 jusqu'en 2008, on a eu très régulièrement des cas en Afrique équatoriale, donc toute cette zone, principalement le Ouganda, Zaïre et Gabon, Congo. À chaque fois, c'était des foyers de 10 à 500 personnes, donc des foyers circonscrits. C'était déjà une maladie très méchante, avec un taux de mortalité élevé, mais ça restait localisé, et puis on n'entendait plus parler pendant 2 ans, et ça recommençait un peu plus loin l'année d'après. Donc c'est une maladie qu'on connaît. Tout de suite, et avant qu'on y revienne, faites attention, il y a 2 Congos en Afrique. Donc il y a le Congo, le Tintin au Congo, qui ne nous concerne pas cette fois-ci, et il y a l'ex-Zaïre, qui s'appelle maintenant la République démocratique du Congo, qui est toute cette grosse zone qui nous concerne. De la même façon, côté Afrique de l'Ouest, il y en a 2 à l'ouest et un là, on a 3 Guinées. Donc la Guinée équatoriale est par là, les autres sont en Afrique de l'Ouest. La grande particularité donc, de l'épidémie de 2014 par rapport aux autres, c'est que les foyers se sont déportés sur l'Afrique de l'Ouest, qui jusqu'à présent n'était pas atteinte. Les principes, alors la carte date un peu, je vais remettre la nouvelle à jour. Les principaux pays à l'heure actuelle concernés sont la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée. Vient d'être ajouté, donc vous rajoutez, je l'ai mis sur la suivante, j'ai oublié de le remettre là, le district de Bamako au Mali, qui est juste ici, de l'autre côté de la Guinée, et la province de l'Équateur, qui est quelque part par là, en République démocratique du Congo. Ça, ce sont les 5 pays, du coup, avec le Mali, qui constituent la zone à risque au 14 novembre. Vous pouvez changer la date, 14 novembre, et rajouter Bamako au Mali. Le Nigeria est sorti de la liste, il y était initialement, il en est sorti, je ne sais plus quand, le 20 octobre. Le Mali, Bamako, y est rentré vendredi dernier. Et clairement, c'est toujours en Sierra Leone et au Libéria qu'il y a le plus de cas à l'heure actuelle. Notre fameuse Guinée, c'est la Guinée dite Conakry du nom de sa capitale. Juste à côté ici, vous avez la Guinée-Bissau qui n'est pas concernée. Donc c'est la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, vous les oubliez. Et c'est la République démocratique du Congo, dite Congo-Kinshasa. Juste à côté, vous avez le Congo, capitale Brazzaville, qui n'est pas concernée. Et cette liste de pays, donc c'est là qu'il faut être un peu astucieux et surveiller, parce que c'est justement cette liste qui évolue selon les données internationales recueillies par l'OMS. Ce qui est sûr, c'est que même si ce n'est pas complètement à jour, il n'y a aucun cas autochtone à l'heure actuelle en Europe ou en Amérique du Nord. Enfin, en Amérique du Sud aussi d'ailleurs. Tous les cas qui ont été diagnostiqués en France, en Europe et aux États-Unis sont des cas importés ou rapatriés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillaient là-bas, principalement dans les ONG, les missions religieuses, les missions NSF, etc., qui ont contracté le virus là-bas et qui ont été rapatriés en Europe pour y être soignés. Sauf un cas aux États-Unis, qui est le fameux Libérian qui a réussi à prendre l'avion et à arriver au Texas, mais il était malade là-bas. Donc on ne déclare pas la maladie de façon naturelle et spontanée en Europe. Le réservoir est toujours en Afrique. Parmi tous les cas, donc là il faut en rajouter quelques-uns, notamment en France, on doit être à 2 ou 3. Il y en a un en Suisse depuis hier aussi, ce matin. Tous ces cas donc, sont des cas importés. Les 2 seuls décédés en Europe sont les 2 fameux missionnaires espagnols qui étaient les premiers à avoir été rapatriés. Et le seul cas de transmission interhumaine locale, donc, européenne,
Et le petit carré noir qui correspond à la fameuse infirmière espagnole qui est guérie et qui va bien. La transmission de notre virus, le réservoir, c'est la fameuse chauve-souris frugivore. Donc c'est une chauve-souris frugivore, ça veut dire qu'elle mange des fruits, qui vit là-bas, qui est contaminée et qui à son tour va contaminer soit directement l'homme, principalement par les déjections, tout ce qui est souillure ou les cadavres infectés, soit elle passe par un autre intermédiaire, principalement les singes en général, les antilopes et les rongeurs, qui à leur tour peuvent contaminer les hommes. Pour que l'homme soit contaminé, il faut qu'il y ait un contact étroit avec ce qu'on appelle des fluides infectés. Donc, généralement, c'est en dépeçant les animaux ou en touchant des objets ou des cadavres qui ont eux-mêmes été infectés. Donc il existe une transmission interhumaine, c'est incontestable, mais cette transmission interhumaine se fait par contact direct avec tous les fluides corporels des patients ou des animaux malades. Il n'y a pas de transmission aérienne avérée, contrairement à la grippe ou autre. Le virus ne se promène pas dans l'air. Donc on peut prendre le métro sans risque d'être malade en sortant du métro. Sauf si on s'occupe de quelqu'un qui vomit à ce moment-là ou qui est un peu plus. Donc ce qu'on appelle les fluides biologiques, c'est bien entendu le sang, plus tout ce qui est salive, urine, sueur, sperme, etc. Les selles, les vomissements. Et donc, dans matériel à risque, on a tout ce qui est souillé, donc les draps, les vêtements, enfin tout ce qui peut être souillé par ces fameux fluides. Ok ? D'où la nécessité de se protéger avec un équipement particulier, on y revient. Les 10 points importants sur Ebola. Donc le virus Ebola n'est pas naturellement présent en Europe, on en a déjà parlé. Les personnes infectées ne peuvent pas transmettre le virus avant le début des symptômes. Ça, c'est quelque chose qui est important, sur lequel on reviendra après. Pour être contaminant, il faut être malade. Tant qu'on n'est pas malade, on n'est pas contaminant. La transmission du virus nécessite un contact physique rapproché avec une personne infectée qui présente des symptômes, notamment il faut qu'elle ait le virus dans ses fluides, ou un contact avec les surfaces souillées par les liquides biologiques de la personne en question, exemple les vomissements, les selles, etc. Le virus Ebola n'est pas transmis par la voie aérienne, on en a déjà parlé, pas plus que par les vecteurs tels que les insectes, donc ça ne passe pas par le moustique comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya. La durée d'incubation de la maladie est variable. Donc, ce qu'on appelle la durée d'incubation, c'est la période entre la contamination, le moment où l'individu a été en contact avec les fluides infectés, et le début de la maladie. Cette durée est variable, généralement entre 2 et 21 jours. La limite maximale, c'est 21 jours. Donc, le chiffre qu'il faut retenir, c'est 21 jours. Si on est en contact avec un malade, qu'après on n'y est plus du tout, et qu'on déclare qu'un syndrome pseudo-grippal au 25e jour, ce n'est pas Ebola. Si c'est à 15 jours, ça peut être Ebola. Les hémorragies, du terme de fièvre hémorragique, ne sont pas présentes au début de la maladie, ça survient généralement à partir du 5e jour. D'où le changement de dénomination maintenant en maladie virale Ebola. Le virus est détruit par les solutions hydroalcooliques, donc les fameux chats pour tout ce qui est la peau, le chat marche très bien, et par l'eau de Javel à 0,5% pour tout ce qui est surface. Donc on a des produits assez simples à disposition pour le détruire. À ce jour, on n'a pas de vaccin ni de médicaments spécifiques, ça n'a pas changé. Il y a des études en cours, il y a des traitements utilisés à titre exceptionnel, notamment les antiviraux, souvent en association, mais il n'y a pas de traitement spécifique anti-Ebola. Ils sont en train de travailler sur un vaccin. Il est question qu'ils sortent en 2015. Je ne sais pas bien où ils en sont à l'heure actuelle. Il n'existe pas de moyen de dépister ou diagnostiquer l'infection avant le début des symptômes. Et enfin, plus la prise en charge des malades est précoce, et généralement avant la phase excrétante, quand ils commencent notamment à avoir la diarrhée et les vomissements,
plus les chances d'évolution sont favorables. En clair, plus on le prend tardivement, plus il est grave et plus les risques de décès sont importants. Ok ? En ce qui concerne les risques de contagion, il y a une échelle de risque qui a été sortie par l'OMS et relayée par nos tutelles. Le risque est considéré, alors c'est face à un individu sans équipement de protection, comme vous et moi à l'heure actuelle. Si on est dans le métro, dans le bus ou à l'accueil du service des urgences sans équipement et que quelqu'un se présente, donc un patient qui aura de la fièvre éventuellement, mais qui est en ambulatoire, qui est capable de s'occuper de lui-même, s'il prend le bus tout seul, qu'il arrive sur ses pieds aux urgences, c'est ce qu'on appelle quelqu'un en ambulatoire. Le risque est considéré comme très faible à partir du moment où il n'y a pas de contact prolongé et avec une certaine distance sociale. En clair, l'agent d'accueil aux urgences, qui est de l'autre côté de sa banque d'accueil, qui sera en contact avec la carte vitale, le risque est très faible de contracter le virus. Plus le contact va être rapproché, plus le risque augmente, mais toujours pour notre patient fébrile ambulatoire, s'il s'agit juste de lui prendre une tension et une température, le risque est toujours considéré comme faible. Donc ça, c'est typiquement le rôle de l'infirmière d'accueil et d'orientation, qui va éventuellement lui prendre sa température et l'accompagner après. Par contre, clairement, dès qu'on est en contact considéré comme rapproché, c'est-à-dire moins d'1 mètre, a fortiori, plus le patient va être excrétant, s'il a la diarrhée, vomi, etc., plus le risque est élevé. Et dans ces cas-là, on considère donc qu'il y a un risque élevé, d'où l'intérêt d'avoir nos fameux équipements. Les relations sexuelles non protégées rentrent dans ce cadre de risque élevé, et a fortiori, tout ce qui est contact direct avec du matériel souillé, enfin, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux locaux qui récupèrent des malades atteints de maladies à Ebola, qui donc sont en contact avec des malades sécrétants, avec des fluides sur des draps ou autres, etc. On rajoute à ça, bien entendu, les accidents d'exposition au sang. C'est clair que c'est un risque très élevé. Et notamment en Afrique, tous les rites funéraires, parce qu'ils sont en exposition directe avec le corps et les sécrétions. Plus les contacts avec les animaux infectés, ça ne nous concerne pas. Donc en ce qui concerne les symptômes, ça évolue en 2 phases. Une première phase jusqu'au 5e jour, puisque la deuxième commence le 5e jour, qui est plutôt un syndrome pseudo-viral habituel avec des céphalées, des myalgies, voilà. Donc on a un peu de fièvre jusqu'à partir de 38, puisque c'est la borne basse pour déclarer le syndrome fébrile qui est noté, et maux de tête, faiblesse, asthénie, myalgie, etc. Grosso modo, un syndrome pseudo-grippal. À partir du 5e jour, on a la deuxième phase qui est dite excrétante, et c'est là que vont apparaître les diarrhées, vomissements, les hémorragies, etc. Donc les hémorragies, vous avez à droite une photo du fameux rash cutané. Ce sont des maculopapules purpuriques. Purpurique, ça veut dire que ça ne s'efface pas à la vitropression. Quand on appuie dessus, ça reste rouge. Et maculopapule, c'est que c'est en relief. Et après, on a des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques. Et généralement, c'est de ça dont on décède. Avez-vous des questions sur cette première partie générale? Non, c'est clair. Merci. C'est clair pour tout le monde? Donc, les grands principes de prise en charge dans nos hôpitaux. Il y a 4 mots. C'est les 4 que vous avez en bleu. Il faut détecter les cas suspects, les isoler, se protéger et les catégoriser. On va voir qu'un cas suspect, à la fin de la prise en charge, il faut qu'il soit possible ou exclu. En aucun cas, on reste suspect pendant X jours. Donc en quelques heures, il faut qu'on soit dans un cas possible ou un cas exclu. À partir du moment où on est en cas possible, ils ne resteront pas à Dreux puisqu'ils seront évacués sur les hôpitaux de référence, on va y revenir. Donc la définition d'un cas suspect. Depuis la semaine dernière, le cas suspect est un patient qui présente les critères suivants.
J'ai mis 2, on aurait pu mettre 3 si on comptait les 21 jours. Il faut que ce patient revienne d'une zone à risque. La zone à risque au jour d'aujourd'hui, ce sont les 5 pays que je vous ai cités. Il y a 3 pays complets, la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone, donc les 3 premiers en Afrique de l'Ouest. Eux, c'est l'intégralité des pays qui sont concernés, c'est là où l'épidémie est actuellement le plus importante, puisqu'on a dépassé les 5000 morts. La République démocratique du Congo, donc l'ancien Zaïre, qui est, si je me mets pour vous de ce côté-là, au niveau de l'Afrique équatoriale, et c'est la région équateur de la RDC qui est concernée. Donc ce n'est pas l'intégralité de l'ancien Zaïre, c'est uniquement la région équateur. Si on vous parle d'équateur, il ne s'agit pas de l'équateur d'Amérique du Sud. C'est la région équateur de la République démocratique du Congo en Afrique. Et la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Et ils ont rajouté donc la semaine dernière le district de Bamako au Mali. Donc le district de Bamako, globalement c'est la capitale, qui est au sud du Mali, proche du Libéria et de la Sierra Leone. Au jour d'aujourd'hui, il faut que notre client revienne d'un de ces 5 pays. Peut-être que demain, il y en a un qui ne sera plus, ou un autre qui apparaîtra. Ça, c'est ce qui évolue selon la situation internationale. Il faut qu'il revienne d'une zone à risque dans un délai de 21 jours. C'est la fameuse borne haute de la phase d'incubation, merci, il y en a qui suivent. Et il faut qu'il ait une fièvre supérieure ou égale à 38. La zone à risque, retour depuis moins de 21 jours, fièvre supérieure ou égale à 38. À partir du moment où on a ça, on considère qu'il s'agit d'un cas suspect de maladie virale Ebola. Donc le repérage, c'est cela qu'il faut arriver à détecter parmi tous ceux qui arrivent. Et une fois qu'on l'a repéré, il faut l'isoler, se protéger, alerter le senior et qualifier le cas. On va revenir sur tout ça. Donc le repérage, il faut essayer de deviner. Il n'y a pas 150 solutions pour repérer ces gens-là. Grosso modo, c'est l'interrogatoire et la prise de température. Très vraisemblablement, s'il devait y avoir demain un cas à Dreux, je pense que ce seraient des gens qui reviennent de là-bas, notamment en termes de soignants ou des missions des Russes qui sont là-bas, et donc ils n'arriveraient nulle part pas chez nous, parce que quand ils reviennent malades, ils vont directement à Bégin, ils sont rapatriés directement dans les hôpitaux de référence. Pour qu'ils se présentent à l'hôpital de Dreux, il faudrait que ce soit quelqu'un qui revienne du pays, qui revienne non malade, qui déclare la maladie ici. Et je pense quand même que ces gens-là se manifesteraient en disant « je reviens d'une mission en Sierra Leone » et voilà. Donc a priori, les risques sont quand même assez limités. Quoi qu'il en soit, donc il faut faire un interrogatoire adapté par le premier contact. On a vu particulièrement ce qui était auxiliaire de régulation médicale au SAMU, les agents d'accueil aux urgences, les infirmières d'orientation et d'accueil. Ça peut être les consultations en gynéco qui ont été formées, ça peut être vous à l'occasion d'un stage. Enfin, normalement, c'est plutôt les premiers agents. Donc les questions, c'est relativement simple. Est-ce que vous avez été à l'étranger? Oui ou non? Si la réponse est non, le problème est réglé. Si oui, d'où est-ce que vous revenez? Ou est-ce que vous avez transité par un des pays où c'est eu l'épidémie? C'est là qu'il faut avoir à côté le classeur pour vérifier de façon régulière. Parce que ce que je viens de vous dire aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain ou dans les 3 semaines à venir. Parce que je ne vous ai pas dit sur les pays. Si oui, quand est-ce que vous êtes revenu? C'est plus ou moins 21 jours. Si c'est moins, c'est suspect. La liste des pays, on peut l'avoir sur... La liste des pays, elle est mise à jour régulièrement sur l'INVS. Alors, tout ce qui est Ebola, il faut aller sur le site de l'INVS. C'est eux qui définissent ces cas. C'est eux qui mettent la définition des cas et la liste des pays. Donc nous, on les reçoit les alertes en temps réel et on a un classeur et aux urgences et au SAMU dans lequel on met les papiers au fur et à mesure. Parce que refaire toutes les procédures à chaque fois, ça devient un peu pénible. Donc elles sont refaites a posteriori, parce que je renvoie à la cellule d'hygiène qui remet à jour. Il faut toujours quelques jours après.
Et donc notre prise de température, est-ce que oui ou non il a plus de 38? S'il revient du pays dans le délai de moins de 21 jours et qu'il a 38, c'est un cas suspect. Suspect, ça veut dire que c'est pas certain. Donc, on se méfie, on lui met un masque chirurgical, on lui fait se nettoyer les mains avec une solution hydroalcoolique, on limite les contacts et on appelle le Seigneur. Le masque chirurgical, on a dit qu'il n'y avait pas de transmission aérienne. Donc, vous auriez dû tiquer. Mais, on lui met à titre de près, voilà. Donc, on le met de façon systématique pour éviter les contaminations par gouttelettes, qui, elles, peuvent être contaminantes. Par contre, notamment dans la chambre, on peut éventuellement laisser la porte un peu ouverte, parce qu'il n'y a pas de transmission aérienne. Limiter les contacts dès qu'il arrive à l'accueil, ça va vouloir dire, écoutez, attendez dans le coin là-bas où il n'y a personne, plutôt qu'au milieu de la salle d'attente qui est blindée. Ou dehors s'il fait beau, enfin bon. Donc patientez 2 minutes, on s'occupe de vous, et on appelle le senior. C'est quoi le senior? Le senior, c'est le médecin gradé. C'est le moustachu, le plus ancien au grade le plus élevé, comme à l'armée. Bon. Donc c'est les vieux qui sont docteurs tamponnés. En clair, c'est pas l'interne. D'autres questions? Oui? Pourquoi mettre les patients dans des chambres à expression alors qu'il n'y a pas de... Ça y vient, on y vient. Ça dépend des endroits. Si je réponds pas, tu reposes la question à la fin. Donc là, on a notre patient suspect, donc on évite les contacts et on appelle le chef. Ils ont fait des affiches qui sont à mon avis bien faites, sauf que d'ores et déjà, maintenant, il faut rajouter le Mali. Donc j'ai pas fait gaffe s'ils les avaient refaites. C'est toujours utile de les afficher, mais ça n'empêche pas d'interroger les gens. Surtout quand il y a plein de papiers affichés, finalement on ne les voit plus. Quand il y en a qu'un ou deux, on y fait attention, mais après on ne fait pas gaffe. À partir du moment où on a notre cas suspect, il va falloir l'isoler. Donc on a vu qu'on avait isolé d'abord rapidement à un endroit où il n'y a pas trop de monde. Après ça, on va l'installer dans un local préalablement identifié, et chez nous, c'est la chambre 9 à l'HTC. Donc si elle est prise, on la vire, on la libère, pardon. Sinon, c'est celle qui est remplie en dernier, justement pour être. On informe le malade de la situation, on lui demande de conserver son acte, et on attend le médecin. Si jamais il y a un accompagnant, c'est le cas notamment qu'on a prévu pour la pédiatrie, pour les petits, on ne pourra pas laisser seul, la famille, de façon limitée, mais la maman ou le papa sont autorisés à rentrer dans la chambre avec l'enfant. On leur met à eux aussi un masque chirurgical sur le nez et on voit. Donc pour ce faire, ce patient il est accompagné par l'infirmière d'accueil et d'orientation qui va éviter d'être en contact trop rapproché, qui se met une surblouse, un masque et des lunettes éventuellement et qui l'accompagne là-bas. Donc à partir du moment où notre cas suspect est dans cette isolé, maintenant qu'il est dans la chambre 9, il va falloir catégoriser. On a dit qu'il ne pouvait pas rester suspect, donc il faut qu'il soit possible ou exclu. Pour ce faire, on a un interrogatoire standardisé qui est là aussi sur le site de l'INBS. Il y a 4 pages de mémoire où on va rechercher les signes. Donc on remplit un dossier spécifique Ebola, on va dire. Et principalement, on va voir qu'on recherche des conduites à risque, des expositions à risque, pas des conduites, pour le catégoriser. Cette catégorisation se fait en conférence entre le médecin référent, le SAMU, l'ARS et ou le SR. Et pendant toute la durée de cette catégorisation, on ne rentre pas dans la chambre 9 sans équipement de protection. Dans cette chambre, les consignes sont strictes, les intervenants sont limités, les contacts avec le malade de façon très limitée aussi, et le personnel est protégé. Ça veut dire les contacts limités, les intervenants, on limite les intervenants au strict minimum, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un médecin et une infirmière qui peuvent y rentrer. Donc tout ce qui est stagiaire, étudiant, interne, élève infirmier, élève aide-soignante, ASH, tout ce que vous voulez, ne pénètre pas dans la chambre.
À partir du moment où on est à 2 dans la chambre, donc c'est le maximum, dans la mesure du possible, il y en a un qui s'occupe du malade si besoin est, et l'autre qui reste en retrait. Puisqu'on va rentrer dans cette chambre en équipement. Donc après, le but du jeu, c'est quand même qu'il y ait le moins de contamination possible, même si on va voir qu'on est très bien protégé. C'est surtout au déshabillage qu'il y a plus de risques, mais dans la mesure du possible, on évite les contacts. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui arrive, parce qu'il a 38 ans, qu'il a mal à la tête et qu'il a un peu mal partout, il est parfaitement capable de se déshabiller tout seul, de prendre sa bouteille d'eau tout seul pour se réhydrater, etc. Donc on peut aller vite lui donner des consignes sans l'approcher de tout. Pour ce faire, il faut regrouper les soins. Donc ça a été préparé chez nous. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on est en équipement, qu'on est resté dans cette fichue chambre, on ne peut pas en sortir sans se déséquiper. Et c'est là qu'il faut faire attention, qu'il y a plus de risques au moment du déshabillage. Donc on ne va pas passer notre temps à dire j'ai oublié le tensiomètre, je sors, je recommence, je me rhabille et machin. Ah ben j'ai oublié le thermomètre et je recommence et tout. Donc la chambre a été équipée de telle façon qu'on est tout dans la chambre pour ce qui concerne le patient, donc les draps à usage unique, le bassin à usage unique, les pyjamas à usage unique, tout ça est dans la chambre. Et à l'extérieur de la chambre, on a une armoire à roulettes dans laquelle il y a tout pour les soignants. Les équipements, les masques, les gants, les tenues, le tensiomètre, le questionnaire d'INPS, etc. Donc l'idée, c'est de réfléchir avant d'agir. Je vais avoir besoin de quoi? J'installe tout déjà, je fais rentrer le patient. S'il n'a pas besoin de moi, c'est très bien. Et s'il a besoin de nous, on rentre avec tout ce dont on a besoin. En aucun cas, il faut faire de prélèvement à ces malades, tant qu'ils sont suspects. Si jamais c'était des cas vraiment possibles et confirmés, imaginez bien que le prélèvement, c'est ce qui est le plus contaminant. Donc d'abord, il y a des risques pour les soignants. Et en plus, le laboratoire de Dreux n'est absolument pas équipé pour des agents hautement pathogènes. Donc, on ne les prélève pas. Clairement, si jamais ce sont des malades qui n'allaient pas bien, où il faut faire une réanimation, on ne rentre pas en contact, on ne fait pas de réanimation à ces patients sans équipement. En clair, s'il fait son arrêt dans la chambre neuve, on ira s'en occuper, mais après avoir été habillé. Donc on s'habille, on prend un chariot et on s'en occupe. Les fameux no-flow de moins de 5 minutes que vous avez appris en GSU ou autre sont toujours d'actualité pour tout le monde. On essaye de s'habiller au plus vite, mais on s'équipe et on se protège avant d'y toucher. De toute façon, s'il fait son arrêt sur une suspicion d'Ebola, c'est qu'on est dans des phases graves. Avec généralement, alors je ne vous ai pas dit, le taux de mortalité moyen à l'heure actuelle, c'est de l'ordre de 50% là-bas. Clairement, tous ceux qui sont arrivés en France, en Europe et aux États-Unis, on est très largement en dessous des 50%. Donc notre équipement de protection individuelle rapproché a des normes très strictes, comme vous pouvez le voir et oublier. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être étanche. Vous avez dû voir ça, vous avez tous fait la FGSI. Vous avez tous eu les risques collectifs? Non. Donc, une combinaison qui est jaune ou blanche, ça dépend des cas. Enfin bon, pour l'instant, elles sont blanches et les jaunes sont dans le placard. Des surbottes. Alors, ça s'appelle surbottes et on les met sous la combinaison, vous allez me dire. Donc, on va dire des surchaussures et qui montent haut, par-dessus lesquelles on met la combinaison. Un tablier pour remettre une couche supplémentaire. Des gants nitriles avec plusieurs paires et des manchettes hautes. Et nous, finalement, on a passé de 2 à 3 paires. Avec ça, c'est des gants de stérilisation. Donc, le gant est là et ça monte jusque-là. Ils sont très bien. Un masque FFP2 ou FFP3 et des lunettes qui doivent être bien étanches. Donc, c'est des lunettes spécifiques qui ressemblent à des masques de ski. D'ailleurs, c'est généralement des fournisseurs de ski qui les font. Des lunettes masques. Voilà. Donc, ces équipements sont à l'HPCD, sont dans les véhicules SMUR, avec des tailles différentes pour pouvoir s'adapter à tous les types de personnel. Et on a tout ça. En attendant que notre classe soit classée au terme de notre interrogatoire, on ne réalise aucun prélèvement biologique, on en a déjà parlé. Aucun prélèvement biologique, ça veut dire même pas de dextro ou d'hémocu.
La microbiologie, c'est pareil. C'est toujours des gouttes de sang, donc on ne fait pas. Si on doit les réhydrater, on a mis des bouteilles d'eau dans les chambres. Donc on donne la bouteille au patient, il boit son litron d'eau, mais on ne le perfuse pas. Tous les déchets sont regroupés dans des fûts d'acide, voire même en double emballage. Donc il y a un sac qui est dans le fût, comme ça on peut tout fermer après. Et il faut lui expliquer qu'il ne doit pas utiliser les toilettes. Donc on ferme les toilettes à clé. Il utilise un bassin avec un sac à bassin dans lequel on met après du génie fraîche pour solidifier tout ça. La qualification, on en a parlé, donc c'est le médecin qui l'a pris en charge, qui contacte le médecin régulateur du SAMU. Ils discutent ensemble, ils appellent ensemble la cellule de veille de l'INDS ou de l'ARS, c'est un peu la même chose, et on se met d'accord là-dessus. Et au terme de cet interrogatoire, le patient est soit un cas possible, soit un cas exclu. Mais il ne reste pas suspect. Donc il n'y a aucun cas douteux. Un cas est exclu, soit parce qu'il ne remplit pas les critères de cas suspect. On s'est trompé, c'était le Congo-Brazzaville au lieu du Congo-Kinshasa, c'est pas très grave, on s'est entraîné, basta, il retourne dans le circuit normal. Les 4 ou 5 qu'on a eu jusqu'à présent, c'était ça, en fait, c'était des suspects qui n'étaient pas vraiment suspects. L'autre cas de figure, c'est qu'il répond vraiment à la définition du cas suspect. Donc, il vient bien d'un pays à risque, dans les moins de 21 jours, il a bien 38, mais il ne répond pas à la définition du cas possible sur lequel on va revenir. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est que c'était un vrai cas possible, qui a été transféré, qui a été prélevé, mais dont le résultat biologique est négatif. À partir du moment où notre cas est suspect, notre cas suspect est exclu, toutes les mesures spécifiques liées à notre fameuse maladie virale à Ebola sont levées. Si c'est un cas exclu, il n'y a plus aucune raison d'être en équipement, comme vous avez vu, de l'enfermer chambre neuve ou de ne pas le prélever. Donc ce patient réintègre le circuit normal, que ce soit les urgences pédiatriques, adultes, la gynéco, tout ce que vous voudrez. On le prend en charge normalement. Et les deux choses principales auxquelles il faut penser, c'est le paludisme, le paludisme et les méningites, qui sont quand même les deux pathologies les plus graves dont on peut mourir au retour d'Afrique. C'est bon pour le cas exclu? S'il n'est pas exclu, c'est qu'il est possible. Donc un cas est considéré comme possible à partir du moment où déjà il est suspect. Donc il revient de la zone à risque dans les moins de 21 jours et il a plus ou moins 38. Et en plus de ça, on retrouve à l'interrogatoire ce qu'on appelle une exposition à risque dans le délai des 21 jours avant le début des symptômes. D'accord? Ces expositions à risque, je vous ai pas mis tout le questionnaire, c'est un contact avec un malade d'Ebola confirmé, par exemple au retour d'Afrique, des contacts avec des malades suspects dans les hôpitaux, dans les centres de soins pour Ebola en Afrique, c'est un rapport sexuel avec un malade confirmé, depuis moins de 10 semaines, c'est la participation à des rites funéraires locaux ou du gibier. Enfin bon, c'est quand même des cas assez caractéristiques et qu'on arrive à retrouver par l'interrogatoire. Si jamais cette exposition à risque ne peut pas être évaluée, et c'est par exemple le cas des malades qui sont dans le coma ou qui ne parleraient pas français. Ils ne parlent pas français, on n'a pas d'interprète. Ça va être difficile de savoir si oui ou non il a eu des rapports sexuels avec sa femme qui est décédée de la maladie Ebola. Dans ce cadre-là, on les considère également comme possibles. L'autre cas de figure, c'est un cas suspect qui présente d'emblée une forme grave et notamment hémorragique. Par contre, cette forme hémorragique peut être limitée, puisque ce qu'on appelle les gingivorragies, c'est les saignements des gencives, ou les hyperémies conjonctivales, c'est des petits saignements oculaires. Ça rentre dans le cas des définitions des syndromes hémorragiques. Donc notre cas suspect, je ne le refais pas, qui est à 38,
et qui saigne des gencives est considéré comme un cas possible. Ok? Donc, tout ça, ça se fait en conférence avec l'ARS, ça doit être confirmé par l'ARS. Si notre cas est possible, il ne restera pas dans l'hôpital où il a été catégorisé comme possible, notamment chez nous, il doit systématiquement être transféré dans des établissements de santé de référence. Ces établissements de santé de référence sont, en ce qui nous concerne, Rouen. Donc jusqu'en octobre de mémoire, c'était Rennes parce que Rouen n'était pas encore validé. Maintenant c'est Rouen, ça fait 1h30 de route. On a quand même beaucoup gagné. On a des autorisations de dézonage selon l'endroit où on se trouve. Donc il se pourrait qu'on les emmène à Bichat. Enfin, grosso modo, ça fait le même délai. Et on avait eu l'autorisation de dézonage au moment où on dépendait de Rennes. Parce que de Rennes, ça fait quand même une tirée. Donc c'était un peu plus rapide d'aller à Bichat. En attendant, donc il reste toujours dans sa chambre neuve. On regroupe, ou on lui demande de regrouper, s'il peut le faire, ses vêtements, ses objets de valeur, tout ça dans des doubles emballages d'Astri. Et il partira avec ses effets personnels, avec un SMUR, pour l'emmener dans son établissement de référence. Un cas est confirmé, donc là c'est la dernière définition. Donc on a le cas suspect, le cas exclu, le cas possible et le cas confirmé, parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien qu'on dise si c'en est un ou pas, à partir du moment où il a un prélèvement positif. Alors les prélèvements sanguins pour Ebola, l'analyse des prélèvements ne se fait qu'à Lyon. C'est le Centre national de référence des fièvres hémorragiques. Ça veut dire que notre client va quitter la chambre neuve de l'HTCD. Sur son brancard, on va y revenir. Avec nous, on va l'emmener à Rouen, 1h30. Le temps de le déposer là-bas, qu'il soit réinstallé, pris en charge, prélevé. À mon avis, il faut bien compter encore 1 heure. Que le prélèvement parte à Lyon, en voiture, en train, en avion, je ne sais pas comment, vraisemblablement en voiture. Je pense qu'il faut au moins compter 6 heures, voire 8. Après ça, il faut le temps de le techniquer. Au minimum 2 heures, voire plus. Et alors, heureusement, le résultat ne revient pas en voiture à cheval et tout. Il y a le téléphone, donc après, il y a le résultat. Donc, et si jamais le prélèvement est négatif, il faut faire un deuxième prélèvement. Donc, grosso modo, on considère chez nous qu'on aura le résultat en 48 heures définitif. Entre 12 et 48 heures. C'est important parce que ça va se répercuter sur la suite. Une fois que notre client est parti, il va falloir gérer nos dasseries. Donc toutes les souillures, linge, bassins et tout, sont dans des doubles ou triples emballages d'asserie. Donc c'est au minimum un sac et un fût. Ils ont pour consigne très claire de ne pas faire déborder les sacs, on ne tasse pas comme des bulles. Si besoin est, si on voit que les sacs se font, on remet un deuxième emballage. Tout ce qui est surface et autres vont être désinfectés à l'eau de Javel. De la même façon que les liquides biologiques, donc notamment les bassins, on va mettre de l'eau de Javel et du génie fraîche ou autre pour désactiver, c'est pas ça le terme, désinfecter et compacter tout ça. Le bio-nettoyage des surfaces. Donc il est évident que ce nettoyage doit être fait en équipement. S'il a eu la diarrhée dans ses draps, on ne va pas secouer les draps comme ça. Ce qui veut dire que les femmes de ménage ont de la chance pour une fois, parce que ce n'est pas elles qui vont y être confrontées, ce sera l'équipe qui est en charge du malade, à savoir le médecin et l'infirmière, qui vont se coltiner le nettoyage de la chambre. L'idée, c'est de limiter au maximum les contacts, donc ceux qui y étaient continuent. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les infirmières auront plus de ménage à faire que les médecins, je suis d'accord. Mais après, à eux de se débrouiller en binôme. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas remettre une nouvelle équipe uniquement pour le nettoyage. Donc ceux qui ont commencé finissent. Et à partir du moment où notre client est parti, il faudra dresser la liste des personnels, on va y revenir. Nos fameux dasseries, on a été bien embêtés pour savoir ce qu'on en faisait après.
Donc on a un car-track qui ferme à clé, dans lequel on peut les mettre en fermant la clé, en gardant la clé pour que personne n'aille les tripoter, le temps qu'on ait soit des consignes plus précises, soit au moins de savoir si oui ou non il est positif ou pas. Au moindre doute, la décision qui a été prise a été de fermer la chambre à clé et de laisser en état en attendant les consignes. Je m'explique, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait du matelas, par exemple. Question bête et voilà. Donc, dans le car-track, on ne sait pas bien. Donc, probablement qu'on aura des consignes au fur et à mesure. On nous dira, vous le brûlez, on le brûlera. On nous dira, vous passez à l'eau de javel, on passera à l'eau de javel, on verra. Au moindre doute, on laisse les dasseries dans des fûts fermés hermétiquement, avec un coup d'eau de javel à l'extérieur, dans la chambre en question, et on ne les promène pas partout dans l'hôpital. Sinon, on les met dans le car-track en question qui ferme. Donc, notre cas possible, à partir du moment où il a été dit que c'est possible, il faut qu'il soit transféré. Le transfert se fait en concertation entre le SAMU territorialement compétent, c'est nous, et le SAMU de l'ESR, c'est Rouen, selon les disponibilités locales. Il y a un cas de figure où c'est sûr que c'est Rouen qui doit s'en occuper. Ce sont les patients très symptomatiques, c'est-à-dire très excrétants. Ceux qui vomissent beaucoup, qui ont la diarrhée, a fortiori s'ils ont un syndrome hémorragique extériorisé, ceux-là, c'est Rouen qui les gère. Ils ont reçu, normalement, parce que c'était la semaine 44, je sais pas, on est à 46 ou 48, là non 47, j'étais pas loin. Donc ils ont reçu les fameuses housses de transport de patients en milieu contaminé, qui sont les espèces de grandes couveuses transparentes que vous avez peut-être vues à la télé quand il y a eu l'histoire de l'infirmière Puto. Non, vous n'avez pas vu 12 camions de pompiers, des mecs en jaune et un cercueil transparent, vous n'avez pas vu ça? Bon, enfin bref. Donc oui, ça ressemble à une couveuse, quoi. C'est une couveuse pour adultes. Et c'est les fameux housses à pression négative. Cachez-vous. Voilà. Donc ces malades hautement contaminés sont pris en charge en pression négative et installés dans des chambres en pression négative pour pas que les virus aillent se promener ailleurs. Clairement, chez nous, tant qu'ils sont suspects, ils ne sont pas possibles. À partir du moment où ils sont possibles, ils ne sont pas encore confirmés. Mais donc nous, on n'a pas de pression négative et on fait avec ce qu'on a. On n'a pas été encore confronté à un cas possible qui a donc été évacué. Il faut qu'on fasse un exercice probablement la semaine prochaine là-dessus. Je pense que le premier, Rouen viendra nous le chercher pour tester leur propre procédure, et le jour où on en sera au 15e, c'est nous qui l'emmènerons. Ce qui est sûr, c'est que pour l'emmener, c'est exactement comme dans la chambre neuve. On limite les contacts au maximum, donc on n'a pas de stagiaires, d'internes, d'élèves, infirmières ou autres. On est en tenue de protection, c'est les mêmes, où elles sont jaunes au lieu d'être blanches, mais ça revient grosso modo au même. On utilise des housses de transport ou des enveloppements pour éviter que les fluides coulent partout. Après, le problème, c'est de nettoyer. Alors, déjà, nettoyer les surfaces, c'est pas simple, mais nettoyer en ambulance, je vous dis pas. On limite le matériel au strict minimum. Donc, on fait un ensemble patient-brancard, on met tout sur le brancard, on dépouille l'air de tout le matériel dont on n'a pas besoin, et on emmène à Rouen. Si jamais on devait en transférer un, déjà, il faut qu'on ait un vrai suspect qui arrive, qui soit confirmé comme très suspect et possible. Ce sera a priori pas des malades graves. Donc on pourrait presque le mettre dans l'ambulance tout seul sans être derrière. Bon, le problème, c'est qu'il y a la gestion du brancard et tout. Alors je sais qu'il y a des endroits où ils ont imaginé de mettre personne à l'arrière de l'ambulance à part le malade avec une caméra vidéo. On va voir ça, mais comme de toute façon, il faut quand même manipuler le brancard. Pour manipuler le brancard, il faut être en tenue, donc c'est un peu compliqué. Enfin voilà, donc nos clients possibles partent à Rouen. Une fois que tout ça est fait, il faut recenser et assurer le suivi des personnes contacts des cas possibles, pas des cas suspects. Parce que les 3/4 des cas suspects, ils vont être exclus. Donc, s'ils sont exclus, il n'y a pas de risque de contamination, on s'en fiche. S'il est possible, il y a toujours un risque.
Tout ce qui est contact communautaire, donc communautaire c'est la ville, la femme, les enfants, le milieu professionnel, le milieu scolaire, tout ce que vous voudrez. Les contacts communautaires, c'est l'ARS qui s'en occupe. On va espérer qu'ils le font. Les soignants, ça c'est notre job. Donc les soignants, il faut établir la liste. Alors ils disent normalement de tous les soignants en contact étroit. Donc le contact étroit, a priori, c'est plutôt l'équipe qui était dans la chambre 9 et l'équipe de transfert. Nous, on a pris l'option de dire qu'on mettait la liste des intervenants du début à la fin. Donc les contacts à faible risque, à très faible risque, à risque faible et à haut risque. Cette liste est transmise à la médecine du travail et à la direction. Les consignes de surveillance sont de prendre sa température matin et soir, puisqu'un des critères discriminants, c'est quand même la fièvre supérieure à 38. Et le médecin du travail est censé appeler l'agent quotidiennement pour voir comment ça va. Ce qui est sûr, c'est que si je venais de faire un transport d'un cas possible d'Ebola, je ne vais pas être malade tout de suite. Et on a vu qu'on n'était pas contaminant tant qu'on n'était pas malade. Donc les gens peuvent continuer à travailler. Ils ne sont pas contaminants. Voilà. Ils peuvent rentrer chez eux, parce qu'ils ne sont pas malades, et ils se surveillent, et quand ils ont de la fièvre, ils appellent. À partir du moment où notre infirmière a pris en charge un patient possible à la chambre 9, elle va surveiller sa température. On a vu que les signes, c'était entre 2 et 21 jours. Donc déjà, si elle a de la fièvre au 30e jour, ce n'est pas Ebola, c'est qu'elle a chopé la grippe et qu'elle ne s'était pas fait vacciner. Si jamais elle avait de la fièvre avant, il va falloir refaire toute la procédure. Sauf qu'elle est censée appeler le 15, puisque l'idée de l'isolement initial, c'est qu'elle n'arrive pas aux urgences pour reprendre tout le circuit. Donc si elle était chez elle, elle reste chez elle, et l'isolement initial au SAMU, par exemple, ça se fait au domicile. Donc on leur dit, vous ne bougez pas de votre chambre tant qu'on n'a pas fait la même procédure, l'interrogatoire et tout ça. Dans ce cadre-là, de notre infirmière qui aurait été en contact avec un malade possible, clairement, il y a quand même peu de chances qu'elle déclare sa température pile poil à 48 heures, et logiquement, de toute façon, on aura les résultats du cas contact. Parce que lui, ça fera 48 heures qu'il est à Rouen. De deux choses une, soit le cas est exclu. Il a eu ses prélèvements, c'est négatif, notre infirmière, elle a tout sauf Ebola. Soit le cas est confirmé, et de toute évidence, on tombe directement dans un cas. Notre infirmière, alors un cas, c'est plus que suspect, on est directement dans le cas possible, puisqu'elle a été en contact avec un malade. D'accord ? Donc notre infirmière, on ira la choper chez elle, et on l'emmènera à Rouen. Il y a suspect. Le suspect, il est possible ou il est exclu. Et le possible, il devient confirmé ou exclu. D'accord ? Le passage du suspect au possible, c'est sur une exposition à risque. Donc, notre infirmière qui a été en contact avec un malade qui est confirmé, effectivement, elle passe tout de suite du suspect au possible. Mais bon. Avez-vous des questions ? Parce que normalement... Ah oui, alors si, juste... mais ça c'est plus pour ceux qui s'habillent et se déshabillent, mais c'est toujours valable partout. Donc tes mains sont tes ennemis. Les responsables d'hygiène ne me contrediront pas. Mesdames les formatrices. Bon. Donc il faut apprendre à se laver les mains, et voilà. C'est surtout au moment du déshabillage, quand on a nos équipements, il faut faire très attention de ne pas s'auto-contaminer. Donc on leur apprend à bien faire attention d'enlever le sale avec le gant sale, une fois après de prendre le gant propre pour passer dessus, dessous, etc. Mais donc ça c'est plus la conclusion pour ceux qui s'habillent. Et après, j'avais trouvé ça dans le monde, donc après on a créé notre propre formule à nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ebola, c'est pas une urgence. J'entends bien chez nous à l'hôpital de Dreux. Il s'agit d'une urgence sanitaire en Afrique, soyons bien clairs. Par contre, chez nous, ce n'est pas une urgence au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a aucune raison de se précipiter pour faire des bêtises.
Donc on réfléchit, on peut demander aux patients d'attendre un peu à 5 mètres, le temps d'appeler le senior qui vérifie si, je ne sais plus, Kinshasa, Brazzaville, le merde, qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'est où, c'est lequel, c'est bon. Bon, on peut tout à fait se donner 5 minutes pour reprendre une carte de géographie pour voir d'où il vient. De la même façon, une fois que le patient est chambre neuve, il faut réfléchir avant d'agir, il faut prendre le bon matériel d'emblée, il faut surtout au moment du déshabillage faire attention dans quel sens on y va, etc. Et si jamais ça devenait une urgence vitale parce qu'il fait son arrêt, on ne s'en occupe pas sans protection. Et évidemment, on ne fait pas de bouche à bouche parce qu'on ne fait pas de bouche à bouche dans les hôpitaux. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Pour la durée de vie du virus sur les surfaces inertes, Alors, la durée de vie des virus sur les surfaces inertes, non, personnellement, je ne la connais pas. Ça fait plusieurs heures. Et voilà. Il y a un certain délai. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le Javel bien appliqué le détruit. Donc c'est pour ça qu'il faut tout nettoyer derrière. le matelas est protégé de la hausse. Oui, mais généralement, il est protégé de nous. Ça dépend s'il a été très fréquent ou pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il ne se passe pas la même chose chez nous que dans les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique, on a toutes les images qu'on voit, à la télé sont pas exagérées probablement, c'est tout à fait dramatique ce qui s'y passe, mais ils travaillent dans un milieu à haute densité virale, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tous malades, voilà, alors que nous, on en aurait potentiellement un ambulatoire qui est capable de se déshabiller, de changer d'avis, etc. Donc on a une densité virale beaucoup moins importante. En plus, avec nos équipements, comme on a 3 couches, à chaque fois qu'on enlève une couche, on diminue la densité, le risque. Donc voilà. Et c'est pas un virus, c'est toujours des problèmes de concentration qui donnent une maladie. Pour en avoir plusieurs pour la choper. Donc honnêtement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le risque est limité, même s'il existe. Il faut savoir faire attention, les détecter, et puis suivre les procédures et se protéger. Vous avez beaucoup plus de chances de choper la grippe si vous n'êtes pas vacciné qu'Ebola. Autre question? Monsieur à pression négative, ça te convient ou... Bon. Bon, ben, s'il n'y a rien d'autre, bonne soirée.